Bonjour tout le monde. La semaine passée, nous avions abordé les différentes étapes de nos recherches, notamment quantitatives. À ce propos, des concepts ont été évoqués, données, statistiques, échantillons, population, variables, sans pourtant que nous ayons eu l'opportunité de bien les clarifier. Il faut dire que l'utilisation des statistiques elles-mêmes requiert que nous ayons la même compréhension de ces concepts, dont certains reviennent si souvent dans les médias, chez le sens commun, qu'il est important de spécifier le sens que nous leur conférons dans le cadre de ce cours. En particulier, la distinction des variables est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale qu'elle détermine le choix des techniques à utiliser pour répondre à des questions de recherche ou supporter une décision. Eh bien, nous apprendrons à les différencier. Quel est donc l'objet de la leçon d'aujourd'hui qui porte sur les concepts statistiques de base? Leçon au sortir de laquelle vous serez en mesure de comprendre ce que sont réellement les statistiques et les variables. Et justement, en parlant des statistiques, eh bien, commençons par ce terme qui comporte plusieurs acceptions. La première acception réfère au terme la statistique avec un grand S et l'article la, entendu comme une branche des mathématiques, c'est-à-dire comme une discipline formelle, au même titre que la physique, la chimie ou la biologie. Et on pourrait même parler de la statistique mathématique qui cherche tout simplement à traiter des données numériques, et ce, quel que soit le domaine d'application, afin d'en dégager des inférences en s'appuyant sur des lois de probabilité. Par contre, l'acception la plus courante, notamment chez les politiques, dans les médias et chez le sens commun, c'est celle qui réfère au terme une statistique. Donc, entendu ici comme étant un nombre permettant de décrire, de résumer quantitativement une caractéristique d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un événement, d'une chose. En particulier, la note maximale 100% et le taux de chômage 7,2%, parce qu'ils sont des nombres, sont aussi des statistiques. En l'occurrence, tout ce qui est nombre ici est considéré comme statistique, en particulier chez les politiques, chez les sciences communes et dans les médias. Par contre, dans ce cours, nous considérons les statistiques comme étant un ensemble de méthodes, techniques et procédures qui sont utilisées pour calculer les résumés quantitatifs, les nombres dont nous venons de parler, de façon à en dégager des considérations d'ordre général. En particulier, on utilise souvent de façon interchangeable technique et méthode. Or, la nuance me paraît de taille. Une méthode statistique est une manière de conduire une analyse et qui obéit à un but général. Habituellement, on a deux méthodes dominantes, descriptive et inférentielle. La méthode descriptive s'efforce de décrire des données d'échantillon, alors que la méthode inférentielle cherche à inférer, généraliser les informations à la population. Nous allons y revenir. Par contre, une technique statistique est un procédé concret en matière d'analyse et qui obéit à un objectif précis. Par exemple, les pourcentages sont une technique statistique qui aide à décrire l'ampleur d'un phénomène. Et ces pourcentages peuvent être généralisés, inférés à la population à l'aide, par exemple, de la marge d'erreur ou de l'intervalle de confiance. Ce qui est intéressant ici, c'est que chaque technique statistique relève d'une méthode statistique. Et sa mise en pratique suppose de suivre une procédure statistique particulière, soit l'ensemble
des opérations à l'œuvre dans un processus d'analyse. Par exemple, pour pouvoir calculer la moyenne, il faut s'assurer que le phénomène est quantitatif, ensuite faire la somme de toutes les données avant de relativiser par le nombre d'individus. Eh bien, dans ce cours, nous apprendrons des méthodes, des techniques et des procédures statistiques, mais appliquées aux phénomènes sociaux au sens maximaliste du terme, soit les statistiques sociales. Dans ce cours, nous abordons essentiellement les statistiques sociales. Alors, pour mieux comprendre ce que sont les statistiques sociales, il me paraît important de faire le lien entre sociologie et statistique, du point de vue historique notamment. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas, à l'origine, la sociologie s'appelait physique sociale, un terme inventé par le démographe et statisticien belge du nom de Quetelet et qui signifiait littéralement étude mathématique des phénomènes sociaux. En fait, Quetelet était fasciné par les régularités qui unissaient les phénomènes sociaux, un peu comme en physique, où chaque fois qu'on laisse tomber un corps solide, il est attiré par la Terre. C'est ce que nous connaissons sous le nom de loi de la gravité. Et bien de même, chaque fois qu'un individu était pauvre, défavorisé, ses chances de devenir criminel augmentent en conséquence. Et donc, d'après Quetelet, c'est la société à travers la pauvreté qui prédispose les gens au crime. Sauf qu'il y a un problème avec ce concept de physique sociale, c'est que les individus sont considérés comme des matières manipulables et dont les interrelations sont régies par des lois. Pour cette raison, entre autres, le philosophe français Auguste Comte, qui travaillait avec Quetelet, va se démarquer de celui-ci pour forger en 1838 le mot sociologie, une façon pour lui d'humaniser la discipline naissante. Quoi qu'il en soit, Quetelet est considéré comme le père des statistiques sociales, non seulement pour avoir forgé le mot physique sociale, mais aussi et surtout pour une autre contribution tout aussi remarquable. C'est qu'étudiant le phénomène de l'obésité en lien avec la mortalité, il a créé une mesure statistique appelée indice de masse corporelle. En étudiant la distribution de cet indice de masse corporelle, Quetelet a constaté qu'en fait, la plupart des individus, alors on va représenter ici l'indice de masse corporelle, donc il a constaté que la plupart des individus avaient un indice de masse corporelle se situant entre 18 et 25. Un peu moins d'individus avaient un indice de masse corporelle supérieur à 25, étant entendu que l'extrême représente les personnes obèses. Moins de personnes avaient des caractéristiques inférieures à 18, étant entendu que les caractéristiques extrêmes représentent les personnes en dénutrition, de telle sorte que si vous représentez la forme d'une telle distribution, vous obtenez ce qu'on appelle la distribution normale. Mais voilà ce qu'est une distribution normale. C'est une distribution où la plupart des individus ont la caractéristique moyenne et peu d'individus ont les caractéristiques extrêmes en plus ou moins. Par conséquent, Quetelet en a conclu que les différences entre les individus se répartissaient autour d'une caractéristique moyenne qu'il a appelée homme moyen, de telle sorte que tous les phénomènes sociaux et humains peuvent être approchés à l'aide de la loi normale qui est au fondement des statistiques, notamment inférentielles, comme nous le verrons. Nous verrons également les applications pratiques qu'on peut faire avec la distribution normale. Ceci étant dit, de la physique sociale, on est passé à la sociologie, mais les statistiques se confondaient toujours avec la sociologie. Et ceci est surtout vrai avec Durkheim, qui est le père de la sociologie française, de la sociologie
comme discipline scientifique tout court, pour avoir été le premier à établir les règles de la méthode sociologique, du nom d'un ouvrage qu'il a publié en 1894. Et ces règles sont au nombre de 6. Et je me rappelle, en première année de sociologie, nous les connaissions par cœur. Et justement, la 6e et dernière règle inscrit les statistiques au cœur de l'administration de la preuve. Précisément, selon Durkheim, pour vérifier des hypothèses de recherche, le sociologue utilise des statistiques, comme il en a fait l'application dans un autre ouvrage intitulé « Le suicide », où il explique la propension au suicide par le degré de cohésion sociale. Une hypothèse validée à la fin du 19e siècle, mais qui est toujours valide de nos jours. Prenons le cas de la province du Québec. Jusqu'à récemment, du moins jusqu'en 2010, c'était la province où le taux de suicide est le plus élevé. Entre-temps, les choses ont changé en raison, entre autres, des politiques qui ont été mises en place. Mais jusqu'en 2010, le Québec, c'était 1000 suicides par année. Donc, 3 suicides par jour. Mais qu'est-ce qui se passe au Québec? D'après les résultats du recensement de 2011, le Québec était la province où il y a le plus de familles monoparentales, de ménages non hétérosexuels, de conjoints de fait. Nous savons également que les Québécois sont les moins religieux. Donc, autant de facteurs relatifs à la cohésion sociale qui avaient été émis par Durkheim comme expliquant la propension au suicide sur la base de démonstrations s'appuyant sur des statistiques. Et bien justement, en statistique, on travaille avec des données observées dans la réalité sociale. Mais les données en elles-mêmes ne servent pas à grand-chose si elles ne sont pas transformées en des termes qui les rendent informatives. Et bien justement, les statistiques permettent de transformer de tels matériaux bruts en informations. À ce propos, vous pouvez parler de vous-même en 1000 mots. Une simple image suffit pour rendre compte de l'essentiel de vous. Eh bien, les stats, c'est un peu comme ça. C'est l'image captée des données. Toutefois, autant le photographe doit bien viser l'objectif, un objectif représentatif de la personne, de façon à obtenir des photos fiables, eh bien, autant le chercheur doit collecter des données fiables, c'est-à-dire des données représentatives de la population pour s'assurer d'obtenir des statistiques tout aussi fiables. Et par conséquent, les données numériques sont au fondement des statistiques qui aident à les rendre informatives. Du point de vue de leur traitement, on distingue également les données de type micro et les données de type agrégé. En l'occurrence, supposons que vous passiez un questionnaire auprès de 5 individus. Le premier individu est un homme, le deuxième un homme, le troisième une femme, quatrième une femme, cinquième un homme. Eh bien, la liste de tous ces individus interrogés avec leur choix de réponse, c'est ce qu'on appelle des microdonnées. Et donc, les microdonnées sont des données individuelles qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement. Une façon effectivement de rendre ces microdonnées informatives, c'est par exemple d'isoler homme, de compter le nombre d'hommes, 3, d'isoler femme et compter le nombre de femmes, de façon à obtenir ce qu'on appelle des données agrégées. Et donc, les données agrégées sont des données qui sont regroupées en fonction d'un critère. Ici, le critère en question, c'est le sexe. Précisément, lorsque le critère qui a aidé à regrouper les données est d'ordre spatial ou géographique, on parle de données agrégées écologiques. En particulier, l'étude de Durkheim sur le suicide et sa relation avec le degré de cohésion sociale repose sur des données écologiques, puisque Durkheim s'est intéressé au taux de suicide par pays, mais aussi au degré de cohésion sociale par pays, par exemple le nombre de clergés par pays.
et ce, en conformité avec sa vision holiste de la société. Quelle que soit leur nature primaire ou secondaire, micro ou agrégée, eh bien, les données doivent faire l'objet d'une analyse. À ce propos, on a deux méthodes dominantes, les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Supposons, par exemple, que l'on mène un sondage auprès de 1000 Québécois sur leur opinion concernant la façon dont le gouvernement Legault gère actuellement la pandémie. Oui ou non, êtes-vous d'accord sur la façon dont la pandémie est gérée? Par exemple, eh bien, on va se retrouver avec 1000 choix de réponses qui n'offrent aucune cohérence interne. Une façon de rendre intelligible, communicable, utile de tels choix de réponses, de telles microdonnées, c'est de les résumer de façon à obtenir, par exemple, le pourcentage de Québécois approuvant la gestion de Legault. Par exemple, 80%. Eh bien, c'est l'objet des statistiques descriptives qui permettent de résumer, de réduire des données d'échantillon en information. Et donc, le principe ici, c'est le principe de réduction qui sous-tend les statistiques descriptives. Par contre, il faut s'assurer que le pourcentage 80 est représentatif de toute la population québécoise dont est issu l'échantillon qui a été observé. En l'occurrence, on peut obtenir un pourcentage de 80%, alors qu'au niveau de toute la population québécoise, la proportion est supérieure ou inférieure à 80. Donc, il faut s'assurer que ce pourcentage est représentatif du vrai pourcentage au niveau de la population. En calculant, par exemple, la marge d'erreur, eh bien, c'est l'objet des statistiques inférentielles. Donc, qui consiste simplement à inférer, généraliser les informations obtenues sur un échantillon à la population dont est issu cet échantillon. Ainsi, les statistiques descriptives et inférentielles se complètent, même si, par ailleurs, les statistiques descriptives sont plus fondamentales que les statistiques inférentielles. Selon vous, pourquoi Fox, dans son ouvrage, avance-t-il que les statistiques descriptives sont plus fondamentales que les statistiques inférentielles? Vous pouvez appuyer sur pause et répondre. En fait, c'est parce qu'il faut d'abord résumer des données, les réduire en informations avant de chercher à généraliser ces informations à la population. Mais moi, j'ajouterais que certes, les stats descriptives sont plus importantes que les statistiques inférentielles, mais les stats inférentielles constituent la finalité. Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'échantillon constitué de 1000 Québécois, ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui se passe au niveau de toute la population québécoise dont est issu cet échantillon. Et donc, la finalité de toute analyse, c'est de chercher à généraliser les résultats à la population. Et donc, c'est deux méthodes qui se complètent à merveille. Somme toute, nous venons de parler d'échantillons comme étant en rapport avec les stats descriptives, de population comme étant en lien avec les stats inférentielles. Alors, il est important de savoir différencier ces deux concepts. En particulier, au départ de toute étude, on s'intéresse à un ensemble d'individus ayant plus ou moins des caractéristiques similaires. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une population. Étant entendu que les individus ici peuvent être des personnes, des groupes de personnes, des communautés, des événements comme les élections, mais aussi des choses comme des dossiers criminels. La taille d'une population est symbolisée par la lettre grand N, alors qu'une enquête par questionnaire qui est menée auprès d'une population entière est appelée recensement. L'exemple est donné du recensement quinquennal canadien. Alors à ce propos, on va peut-être parler assez rapidement du recensement canadien de 2011 qui avait suscité une certaine controverse. Alors, en quoi consistait cette controverse et quels en étaient les enjeux, dont j'ai d'ailleurs parlé dans un article non publié, mais qui a été mis en ligne sur le site web du cours. C'est qu'en 2010, le gouvernement conservateur à l'époque avait décidé
de supprimer le caractère obligatoire du questionnaire détaillé, dans le but, soi-disant, de respecter la liberté des Canadiens de compléter ou de ne pas compléter un tel questionnaire. Mais aussi, ils ont supprimé certaines questions pour respecter, comme ils l'ont signifié, l'intimité des Canadiens. Mais au-delà même des coûts, parce que ça coûte cher de procéder au recensement, eh bien, je pense qu'il y a des considérations beaucoup plus sournoises qui sous-tendent une telle décision gouvernementale. C'est qu'en supprimant des questions du genre séjour carcéral, travail informel, eh bien, on perd de vue le portrait global et nuancé de la pauvreté, surtout en situation de récession économique à l'époque, de telle sorte que certains y ont vu, à travers cette décision gouvernementale, une forme d'instrumentalisation de l'information statistique dans le but de cacher tout simplement la vérité aux Canadiens. Chaque individu d'une population est appelé unité d'analyse. Et donc, l'unité d'analyse, c'est la personne, l'événement ou l'objet que le chercheur étudie. Étant entendu, bien sûr, que souvent, il est difficile de procéder au recensement parce que ça implique des moyens financiers, humains, techniques colossaux, de telle sorte que les chercheurs, dans la plupart des cas, vont préférer constituer un échantillon à partir d'une population. Et des données d'échantillon peuvent être aussi fiables que des données de population, en notant que l'échantillon soit représentatif de la population. En l'occurrence, si vous préparez un mets culinaire pour vos invités, une simple cuillerée suffit pour savoir ce qui se passe dans la marmite. Vous n'allez pas tout manger pour savoir si l'ensemble est serviable ou pas, parce que les invités attendent. On a juste à prendre une cuillerée et on a une idée de ce qui se passe dans l'ensemble de la marmite. Eh bien, c'est la même chose. Un simple échantillon, aussi longtemps qu'il est représentatif, peut aider à savoir ce qui se passe dans l'ensemble de la population. Et donc, vous aurez compris qu'un échantillon n'est rien d'autre qu'un sous-ensemble qui est constitué à partir d'une population. Et à travers ce sous-ensemble d'individus, on cherche à généraliser les caractéristiques à la population dont est issu l'échantillon en question. Si, dans le cas d'une population, la taille est représentée par grand N, dans le cas d'un échantillon, la taille est symbolisée plutôt par la lettre petit n, étant entendu que si vous menez une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon, vous faites du sondage. Chaque individu de l'échantillon est appelé K. Et donc le K, c'est l'unité spécifique à propos de laquelle on collecte des données numériques. Alors assez rapidement, essayons de visualiser les liens qui unissent population et échantillon. En l'occurrence, au départ de toute étude, on a des individus qui partagent plus ou moins des caractéristiques communes. Cet ensemble d'individus est ce qu'on appelle population, de telle sorte que chaque individu d'une population est appelé unité d'analyse. Mais souvent, on va vouloir sélectionner des individus à l'intérieur d'une population de façon à constituer ce qu'on appelle un échantillon. Mais dans ce cas, chaque individu d'un échantillon sera appelé K. Nous venons donc de mettre en évidence quelques différences entre population et échantillon. Eh bien, la différenciation des deux termes est tellement importante en statistique qu'on va différencier les valeurs qui sont calculées sur ces deux sources de données. En particulier, si vous avez des données de population et que vous calculiez une moyenne ou un écart type ou encore un coefficient de corrélation, vous obtenez ce qu'on appelle un paramètre. Et donc, un paramètre, c'est tout simplement une valeur caractéristique d'une population et symbolisée par une lettre grecque. Mu pour ce qui est de la moyenne, sigma pour l'écart type et rho pour ce qui est du coefficient de corrélation. Évidemment, n'essayez pas de corriger ces lettres grecques, ça viendra tout naturellement au fur et à mesure que le cours avance. Retenez tout simplement
qu'un paramètre est symbolisé par une lettre grecque. C'est tout ce qu'il faut retenir pour le moment. Étant entendu qu'ici, l'espérance de vie de 85,5 ans est un paramètre à partir du moment où elle est calculée, cette espérance de vie, sur l'ensemble de la population canadienne. Lorsque vous avez plutôt des données d'échantillons et que vous calculiez une moyenne, un écart type ou un coefficient de corrélation, vous obtenez ce qu'on appelle une statistique. Et donc, une statistique, c'est une valeur caractéristique d'un échantillon et symbolisée par une lettre romaine, x bar pour la moyenne, petit s pour l'écart type et petit r pour le coefficient de corrélation. Lorsque vous menez un sondage, par exemple, auprès de 100 individus et que vous estimiez le revenu, par exemple, des Québécois à 50 000 $, eh bien, cette valeur 50 000 $ devient ce qu'on appelle une statistique à partir du moment où elle est calculée sur des données d'un échantillon. Qu'il s'agisse d'un paramètre ou d'une statistique, eh bien, ces valeurs sont calculées à propos d'une variable. Donc, vous avez certainement une connaissance importante, tellement elle est omniprésente dans la vie de tous les jours et en recherche quantitative notamment, c'est que les variables permettent de rendre opérationnels les concepts sous-jacents aux hypothèses de recherche. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Réponse, une variable, c'est simplement quelque chose qui varie, comme le nom l'indique. Autrement dit, c'est une caractéristique qui varie en fonction des individus. Que ces individus soient des personnes, des groupes de personnes, des pays, des dossiers criminels, encore et encore. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'idée d'individu ici a une connotation plutôt technique. De telle sorte qu'il suffit qu'une caractéristique ait au moins deux valeurs pour qu'on puisse parler de variable. L'exemple est donné du sexe, donc il comporte au moins deux valeurs, féminin, masculin. L'âge également, soit on est âgé de 20 ans, 21 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. De ce point de vue, ces deux caractéristiques sont des variables. Alors, pourquoi on s'intéresse aux variables? Réponse, on s'intéresse aux variables, entre autres, pour savoir pourquoi elles varient comme elles le font au lieu de rester constantes. Et donc, vous aurez compris que le contraire d'une variable est une constante, qui est tout simplement une caractéristique qui a une valeur fixe. En particulier, pour les étudiants de ce cours, les données suivantes sont des constantes, l'ordre d'enseignement universitaire. Pourquoi ici l'ordre d'enseignement est une constante? Réponse, parce que tous les étudiants du cours Sol 10-20 appartiennent à l'ordre universitaire. Pourquoi l'université d'appartenance, ici, dans ce contexte, est-elle une constante? Réponse, parce que tous les étudiants de ce cours appartiennent à l'Université de Montréal, même si certains pourraient provenir d'autres universités. Et qu'en est-il du département d'appartenance? Est-ce une constante ou une variable dans ce contexte? Eh bien, clairement, le département d'appartenance est une variable, plutôt, parce que certains étudiants proviennent du département de sociologie, d'autres du département de démographie, par exemple, d'autres encore du département de psychologie, encore et encore. De telle sorte qu'ici, département est plutôt une variable. Étant entendu, bien sûr, qu'un même concept peut être une variable dans une étude et une constante dans une autre étude. Prenons l'exemple du sexe. Et supposons qu'on s'intéresse aux inégalités salariales selon le sexe et qu'on s'intéresse aux différences entre hommes et femmes. Alors ici, est-ce que le sexe est une constante ou une variable? Réponse, le sexe ici est plutôt une variable, puisqu'on cherche effectivement à voir s'il y a une différence entre les hommes et les femmes eu égard aux revenus. Et donc on considère et les hommes et les femmes. Supposons maintenant qu'on s'intéresse aux inégalités salariales uniquement chez les femmes. Ici, le sexe est plutôt une constante, puisque l'étude porte essentiellement sur les femmes. Alors, ce qui est spécial avec les statistiques, c'est qu'elles opèrent habituellement sur des variables et non sur des constantes. Pourquoi les statistiques opèrent-elles habituellement sur des variables plutôt que sur des
constante. En fait, les individus n'ont pas les mêmes comportements, ni les mêmes attitudes, ni les mêmes opinions. Et les statistiques vont aider effectivement à décrire le comment de ces variations et aussi à expliquer le pourquoi de ces variations. C'est là où l'on voit tout l'intérêt des statistiques. Autrement dit, dans cette dédale d'hétérogénéité et de variation, comment en faire ressortir quelque chose qui fasse sens sociologiquement parlant. Puisque les statistiques opèrent sur des variables, eh bien, il est important de les différencier, les variables, selon leur nature qualitative et quantitative. Pourquoi? Parce qu'effectivement, certaines techniques statistiques conviennent à des variables quantitatives, alors que d'autres sont plutôt appropriées pour des variables qualitatives. En l'occurrence, on parle de variables quantitatives lorsque les valeurs possibles sont des nombres. Donc ici, les valeurs comportent l'idée de quantité. L'exemple est donné du revenu en dollars ou du nombre d'années de scolarité complétées. Par contre, lorsque les valeurs possibles d'une variable sont plutôt de nature catégorielle, eh bien on parle de variables qualitatives. Ici, les valeurs comportent l'idée de qualité. Et l'exemple est donné du sexe et du statut matrimonial, dont les valeurs, effectivement, sont des modalités. C'est entendu que souvent, les chercheurs vont transformer des variables quantitatives en variables qualitatives. En particulier, lorsqu'on a fini de regrouper les valeurs du revenu en classes, eh bien, la variable devient une variable ordinale. Par exemple, on peut regrouper du genre 0, 30 000 $, 30 000 $, 60 000, 60 000 $ et plus. Ainsi, on aura obtenu une variable ordinale. Remue-ménage, essayons maintenant d'intégrer les connaissances acquises jusque-là et se rapportant au concept de population, échantillon, variable et constante. Un sociologue du crime veut étudier la nature de tous les crimes enregistrés en 2011 par les services de police de Montréal. Il s'intéresse à tous les dossiers criminels. Première question. Quelle est la population étudiée ici? Vous pouvez appuyer sur pause et y répondre. La population étudiée ici réfère à l'ensemble des dossiers criminels, précisément enregistrés en 2011 par les services de police de Montréal. Et donc, on voit bien qu'ici, l'idée de population ne comporte pas toujours une connotation géographique. Elle relève plutôt d'une construction du chercheur. Précisément, quelle est l'unité d'analyse ici? Réponse, chaque dossier criminel est appelé unité d'analyse. L'étude est-elle effectuée par recensement ou sondage? Par recensement plutôt, puisqu'on s'intéresse à tous les dossiers criminels enregistrés par les services de police de Montréal en 2011. Ensuite, quelle est la variable centrale étudiée ici? Est-elle quantitative ou qualitative? La variable étudiée ici, c'est nature des crimes, une variable qui est qualitative. Et ses valeurs possibles sont vol, viol, meurtre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, y a-t-il une ou des constantes ici? Il y a au moins deux constantes ici. 2011 comme étant l'année de l'enregistrement des crimes, mais aussi service de police de Montréal comme étant le service en question ici. Ceci étant dit, nous venons de parler de variables et de son importance lorsqu'il s'agit d'opérationnaliser les concepts sous-jacents aux hypothèses de recherche. En fait, ce qui rend utile, scientifiquement parlant, une variable, eh bien, c'est la mesure. Autrement dit, c'est la mesure qui permet d'obtenir une variable. Précisément, c'est la procédure par laquelle nous trouvons les valeurs pour différents individus. Précisément, on peut mesurer l'instruction par le nombre d'années de scolarité. Par exemple, quelqu'un peut avoir comme année de scolarité 15, quelqu'un d'autre 20. Eh bien, la série de valeurs possibles d'une variable, c'est ce qu'on appelle échelle. Précisément, échelle de mesure. Supposons qu'on passe un questionnaire
et qu'à la suite de l'administration du questionnaire, on a ces résultats. Louise, 15 années de scolarité, Jean, 20 années de scolarité. Ces valeurs, parce qu'elles sont obtenues à la suite de l'administration du questionnaire, sont appelées des scores. Et donc les scores sont des valeurs qui sont mesurées réellement dans les faits. Ce sont simplement des observations individuelles et sont notées XI, X étant la variable en question, et I, un indice générique qui réfère aux individus, de telle sorte qu'on parle de score individuel d'une variable X. On distingue habituellement 4 échelles de mesure selon la façon dont les variables sont mesurées. Et je ne le répéterai jamais assez suffisamment, la différenciation des variables détermine le choix des techniques statistiques. Alors, assez rapidement, essayons de passer en revue ces 4 échelles de mesure. Une variable nominale, comme le sexe, est une variable qualitative dont les valeurs catégorielles servent tout simplement à nommer, identifier les individus. Et donc ici, il n'y a aucun ordre inhérent aux catégories d'une variable nominale. Et donc, il n'y a pas d'échelon. En particulier, on ne peut pas dire que les hommes viennent avant ou sont supérieurs aux femmes. Donc, il n'y a aucun ordre logique ou intrinsèque inhérent aux catégories de la variable ici, sexe. Et les nombres, effectivement, qui sont assignés à femmes et hommes peuvent être intervertis. En l'occurrence, on aurait pu mettre un homme et 2 femmes. Ça ne changerait rien du tout, puisqu'ici, les nombres servent tout simplement de repères pour identifier, nommer les individus. Et ici, les nombres qui sont assignés aux catégories ne comportent pas l'idée de poids. On peut faire de parallèle avec les numéros qui sont floqués sur les maillots des joueurs. En particulier, ce n'est pas parce que Lionel Messi porte le numéro 10 qu'il est plus doué que Ronaldo qui porte le numéro 7. De même, ce n'est pas parce que Subban porte le numéro 76 qu'il est plus doué que Gallagher qui porte plutôt le numéro 11. Et donc, les chiffres aident tout simplement à identifier les joueurs. Imaginez un match de soccer ou de hockey sans identification des joueurs. Voilà l'intérêt des nombres qui sont assignés aux catégories d'une variable nominale. Et comme ces nombres ne comportent pas l'idée de poids, aucune opération arithmétique n'est possible. Précisément, on ne peut pas dire qu'une femme plus une autre femme est égale à un homme, à moins que cela ne relève de conventions culturelles particulières. Par contre, une variable ordinale comme le niveau d'étude est une variable qualitative dont les catégories servent non seulement à identifier les individus, mais surtout, les catégories sont ordonnées, de telle sorte qu'il y a un premier rang. En l'occurrence, primaire correspond au premier rang, mais les échelons sont inégaux. Le nombre d'années de scolarité au primaire est différent du nombre d'années de scolarité au secondaire et c'est différent du nombre d'années de scolarité au post-secondaire, de telle sorte que l'écart entre primaire et secondaire est différent de l'écart entre secondaire et post-secondaire. Par contre, ce qui est intéressant avec une variable ordinale, c'est qu'on peut raisonner en termes d'infériorité ou de supériorité, en raison de l'ordonnancement des catégories. En l'occurrence, on peut avancer que quelqu'un qui a le niveau secondaire a un niveau supérieur à quelqu'un qui a le niveau primaire, mais inférieur à quelqu'un qui a le niveau post-secondaire. En revanche, on ne peut pas utiliser d'opérations arithmétiques. Par exemple, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a le niveau secondaire a 2 fois plus d'éducation que quelqu'un qui a le niveau primaire. Pourquoi? Parce qu'ici, les chiffres qui sont assignés aux catégories ordonnées servent tout simplement à non seulement les identifier, mais aussi et surtout les ordonner. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la variable ordinale comporte un niveau de mesure supérieur à la variable nominale. Qu'en est-il de ce qu'on appelle
une variable d'intervalle comme le calendrier grégorien ou occidental. Une variable d'intervalle est une variable quantitative dont les valeurs métriques servent non seulement à ordonner les individus, mais aussi elle accepte une unité de mesure standard. En l'occurrence, ici, le calendrier occidental est mesuré en années. La particularité des variables d'intervalle, c'est que le zéro est un zéro arbitraire, conventionnel. Prenons l'exemple du calendrier grégorien. À quoi réfère 0 ou si vous voulez l'an 1? Réponse, eh bien l'an 1 réfère à la naissance de Jésus. Et donc ici, 0 an ne signifie pas absence de calendrier, parce que les gens effectivement ont vécu avant Jésus. 0 ici est tout simplement un nombre conventionnel arbitraire. On aurait pu entamer le calendrier occidental 2 ans après Jésus ou bien 2 ans avant Jésus, de telle sorte que c'est arbitraire. C'est d'autant plus arbitraire que chez les musulmans, le calendrier commence en 622 après Jésus-Christ et ça correspond à l'exil de Mahomet. Et chez les Juifs, eh bien, ça remonte encore plus loin, à quelques 3000 ans, cette fois-ci avant Jésus. Donc ici, le zéro est un zéro arbitraire et les échelons entre les valeurs sont certes égaux, mais de façon relative, autrement dit relative au point zéro qui est arbitraire. De même, considérons la température mesurée en degrés Celsius. À quoi réfère 0? 0 correspond au point de congélation. Donc, par convention, on a décidé qu'à partir du moment où un liquide se solidifie, c'est 0. 0 aurait pu être moins 1 ou 1. Et 0 ici ne signifie pas absence de température. Et par conséquent, dans le cas d'une variable d'intervalle, 0 ne signifie pas absence de la caractéristique mesurée. Alors, ensemble, essayons d'illustrer maintenant ce qui est réellement une variable d'intervalle en s'intéressant toujours à la température. Alors, au Sénégal, supposons qu'on ait 30 degrés Celsius, en France, 20 degrés Celsius, et au Québec, 15 degrés Celsius. Comme les valeurs sont ici métriques, on peut calculer la différence entre le Sénégal et la France. En l'occurrence, 10. Eh bien, on peut avancer qu'il fait plus chaud au Sénégal qu'en France de 10 degrés en Celsius. De même, on peut comparer Sénégal et Québec en prenant 30 moins 15 et obtenir une différence de 15 degrés Celsius. On peut avancer qu'il fait plus chaud au Sénégal qu'au Québec de 15 degrés Celsius. Et finalement, on peut avancer que la différence entre le Sénégal et le Québec est plus importante que la différence entre le Sénégal et la France. Même si présentement au Québec, il fait plus chaud que 15 degrés, on s'entend. Par contre, supposons maintenant qu'on compare Sénégal et Québec en ces termes. Donc, on prend 30, on divise par 15 et on obtient 2. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait 2 fois plus chaud au Sénégal qu'au Québec? Autrement dit, est-ce que cette opération, le fait de relativiser 30 par 15 en termes de degrés, est une opération qui est appropriée ici? Réponse, ce n'est pas approprié. On n'est pas censé dire qu'il fait 2 fois plus chaud au Sénégal qu'au Québec. Pourquoi? En raison tout simplement du zéro, qui est ici relatif, conventionnel. Autrement dit, le zéro ici n'est pas absolu. Il ne signifie pas absence de la caractéristique mesurée, c'est simplement conventionnel. Si bien qu'on entend parler de ce genre d'affirmation, en particulier dans les médias. Par conséquent, les variables d'intervalle acceptent des différences d'intervalle. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle des variables d'intervalle. C'est qu'on peut calculer la soustraction et l'addition. Donc elle accepte les différences d'intervalle. Par contre, elle n'accepte pas les rapports. Pourquoi? Parce que le zéro est ici
relatif. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on appelle variable de ratio, comme l'âge en année qui accepte toutes les opérations arithmétiques, y compris les rapports. Pourquoi? Parce qu'ici, le 0 est un 0 absolu. Quelqu'un qui a 0 comme âge, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore né. Quelqu'un qui a 0 comme revenu en dollars, c'est quelqu'un qui n'a pas de revenu. Quelqu'un qui a 0 année de scolarité complétée, c'est quelqu'un qui n'est pas scolarisé. Essayons maintenant d'intégrer nos connaissances en apprenant à différencier les échelles de mesure. Alors, pour ce faire, on va procéder à un petit jeu. Je vous pose des questions et vous répondez par oui ou non. Une variable qualitative est une variable qui peut être mesurée avec l'échelle nominale. Dans ce cas, est-ce que les valeurs servent à nommer, identifier les individus? Oui ou non? Réponse, oui. Y a-t-il un ordre intrinsèque entre les valeurs d'une variable nominale? Non, justement. Et par conséquent, la variable étant qualitative, il n'y a pas d'unité de mesure et on ne peut pas parler de rapport. Qu'en est-il d'une variable qualitative mesurée selon l'échelle ordinale? Est-ce que les valeurs peuvent aider à nommer, identifier les individus, comme le niveau d'éducation, primaire, secondaire, postsecondaire? Alors oui, chaque niveau peut référer à un individu. Alors on peut nommer effectivement les individus en fonction des valeurs. Mais est-ce qu'il y a un ordre entre les valeurs d'une variable ordinale? Eh bien oui, primaire est inférieur à secondaire qui est inférieur à postsecondaire en termes de niveau d'instruction. Est-ce qu'il y a une unité de mesure? Non, et donc pas de rapport. Une variable quantitative peut, elle, être mesurée d'une part selon l'échelle d'intervalle. Dans ce cas, est-ce que les valeurs peuvent aider à identifier les individus, comme dans le cas de la température? Alors oui, on peut associer 30 degrés au Sénégal par exemple. Est-ce qu'il y a un ordre entre les valeurs? Oui, 30 degrés est supérieur certainement à 15 degrés. Est-ce qu'il y a une unité de mesure? Oui, dans le cas de la température ici, c'est les degrés en Celsius. Peut-on calculer les rapports? Non, parce que dans le cas d'une variable d'intervalle, le 0 est un 0 arbitraire, non absolu. Contrairement dans le cas d'une variable mesurée selon l'échelle de type ratio. Ici, effectivement, les valeurs peuvent aider à identifier les individus. Il y a un ordre intrinsèque aux valeurs d'une variable de ratio, unité de mesure également, et surtout, une variable de ratio accepte les rapports. Et donc, si on regarde bien, on a dit oui pour toutes les 4 questions concernant une variable quantitative mesurée selon l'échelle de ratio. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est la variable dont le niveau de mesure est le plus élevé. Et justement, on va s'intéresser ensemble à une variable de ratio, les notes obtenues par 3 étudiants, et on va essayer d'interpréter en termes nominal, ordinal, intervallaire, proportionnel. Étant entendu, comme on le voit bien, qu'une variable de ratio inclut toutes les caractéristiques des autres variables comme nominal, ordinal, d'intervalle. En particulier, comment interpréter ici en termes nominal ces résultats? Alors, pour vous aider à s'assurer de bien interpréter, pensez à ce qu'est une variable nominale. Une variable nominale, c'est une variable dont les valeurs servent à identifier, à nommer les individus. Par conséquent, en réponse, on peut nommer Laure comme ayant 100%, Jean 85%, Louise 5%. Voilà comment interpréter simplement en termes nominal. Comment interpréter maintenant en termes ordinal? Réponse, on peut avancer que Laure, qui a 100%, a une note supérieure à Jean, qui a une note supérieure à Louise. Comment interpréter maintenant en termes intervallaires? Réponse, on peut avancer que Laure, qui a 100%, performe mieux que Jean de 15 points en pourcentage. Ou bien que Jean performe mieux que Louise de 35 points en pourcentage. Encore, on peut raisonner dans ce sens. La différence entre Laure et Jean, qui est de 15%, est plus petite que la différence entre, par exemple, je sais pas, Laure et Louise. Et finalement, comment interpréter en termes
proportionnelle? Réponse, on peut dire que l'or performe 2 fois mieux que Louise. Donc 100 divisé par 50, ça donne 2. Voilà comment interpréter en termes nominal, ordinal, intervallaire et proportionnel une variable mesurée selon l'échelle d'intervalle ratio. Alors, généralement, on l'a vu tout à l'heure, il existe peu de variables d'intervalle en sciences sociales et humaines, à part le calendrier occidental et la température. De telle sorte qu'on va parler de variables mesurées selon l'échelle d'intervalle ratio. Et justement, parlant de variables quantitatives, c'est-à-dire mesurées selon l'échelle d'intervalle ratio, il est important de les différencier selon le caractère discret ou continu. En l'occurrence, une variable discrète est une variable dont les valeurs sont restreintes sur la droite des nombres réels. Autrement dit, c'est des valeurs qui relèvent d'un comptage. En l'occurrence, le nombre d'enfants dans une famille peut être de 0, de 1, de 2, mais pas de 1.5 ou de 2.5. Autrement dit, lorsque les valeurs sont séparées les unes des autres, on parle de variables discrètes. Entre autres, le nombre de buts marqués dans un match de soccer ou de hockey. Alors, c'est pas 0, 1, 2, mais on n'a pas de décimale. C'est le propre d'une variable discrète et donc qui relève d'un dénombrement ou, si vous voulez, d'un comptage. Qu'en est-il maintenant de ce qu'on appelle une variable continue? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un peut me donner son âge? Généralement, c'est de cette façon que j'interagis avec les étudiants en présentiel. Mais comme le cours se donne à distance, en particulier en différé, alors difficile d'avoir une réponse directe. Généralement, les étudiants me répondent du genre « j'ai 20 ans ». Et je réplique en disant simplement « est le nombre de mois, est le nombre de semaines, est le nombre de jours, est le nombre d'heures, est le nombre de minutes, est le nombre de secondes, est le nombre de nanosecondes ». Au moment où nous parlons, nous sommes en train de vieillir sans pour autant que cela soit comptabilisé dans notre âge. Mais voilà le propre d'une variable continue. Donc, c'est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur sur la droite des nombres réels. Précisément, c'est une variable dont les valeurs comportent des décimales et que les valeurs, généralement, sont simplement arrondies. Mais que, intrinsèquement parlant, des variables comme la taille, le poids, l'âge sont des variables strictement parlant continues. De façon générale, toutes les variables qui comportent une dimension temporelle sont des variables continues. Faisons maintenant la synthèse pour mieux comprendre et différencier les différents types de variables. Une variable peut être quantitative, c'est-à-dire lorsqu'elle est mesurée par l'échelle d'intervalle ratio. Précisément continue lorsque les valeurs comportent des décimales, même si on présente des valeurs arrondies. Discrète lorsque les valeurs procèdent d'un comptage. Étant entendu qu'une variable qualitative est une variable qui peut être mesurée selon l'échelle nominale lorsque les catégories servent tout simplement à nommer des individus ou ordinale lorsqu'elles sont plutôt ordonnées. Voilà donc une vue d'ensemble qui permet d'avoir une idée sur la classification des variables. Ceci étant dit, il peut être difficile dans certaines situations de procéder à la classification, à la différenciation des variables. En particulier, Fox a donné un exemple assez édifiant à cet égard, la désobéissance civile, qui est une variable qualitative dichotomique précisément, mais est-elle nominale ou ordinale? Question. Réponse. Strictement parlant, ici, la variable désobéissance civile est plutôt nominale. En général, les variables de type oui-non sont des variables nominales, strictement parlant. Par contre, on peut conceptualiser ici la désobéissance civile de façon à ce qu'elle soit une variable ordinale. Mais dans ce cas, en fonction des références théoriques, on va considérer telle catégorie comme étant supérieure à une autre catégorie. En l'occurrence, si on se réfère aux théories holistes, en particulier à la théorie fonctionnaliste, qui postule que les normes sociales sont supérieures aux consciences individuelles,
parce qu'elle concourt à l'équilibre du système social, eh bien, on peut croire que obéir aux lois est supérieur à suivre sa conscience. En revanche, si on se réfère plutôt aux théories individualistes comme l'individualisme méthodologique, qui postule que les consciences individuelles sont plutôt supérieures aux normes sociales, puisque les individus sont capables de donner un sens à leur action, mais dans ce cas, on considérerait suivre sa conscience comme étant supérieure à obéir aux lois. Étant entendu que autant une variable quantitative peut être transformée en variable qualitative, mais autant une variable qualitative ordinale peut être transformée en variable quantitative. L'exemple est donné ici de l'idéologie politique. Extrêmement à gauche, 1, 2 à gauche, 3 au centre, 4 à droite, 5 à l'extrême droite. Ainsi, cette variable est strictement parlant ordinale. Mais on peut considérer les chiffres comme étant des poids et conceptualiser la variable comme relevant d'une variable quantitative. Alors, c'est une pratique qui est couramment utilisée en particulier en sciences politiques, mais aussi en psychologie. En particulier, supposons qu'on s'intéresse à la question de savoir quel est votre niveau de stress en cette période de pandémie. Ainsi, on aurait une variable ordinale pour laquelle on peut affecter des nombres à ces valeurs et des nombres qui contiendraient l'idée de poids. Et on pourrait considérer cette variable comme étant une variable d'échelle, autrement dit une variable quantitative. Ce que font souvent les psychologues qui parlent d'échelle de type Likert. Mais aussi, une variable discrète peut sembler continue. L'exemple est donné ici de la population en nombre d'habitants. Généralement, les villes comptent, c'est pas 2 millions, 7 millions, 15 millions, de telle sorte qu'on a l'impression que cette variable est continue, alors qu'elle est strictement parlant discrète. Et finalement, une variable continue peut sembler discrète comme le revenu. Donc, il est strictement parlant une variable continue, mais parce que les valeurs sont parfois arrondies, autrement dit présentées sous forme ronde, on a l'impression que cette variable est discrète, alors qu'elle est réellement continue. Et finalement, on va faire ce remue-ménage de façon à intégrer nos connaissances. Nommez les variables suivantes et dites laquelle est discrète, continue, nominale, ordinale, et surtout justifiée. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Alors, on va commencer par nommer la variable. Et lorsque vous nommez une variable, utilisez plutôt des substantifs. Du genre ici, temps du mariage ou durée du mariage. Nous savons que la variable ici, temps de mariage, est quantitative. Est-ce qu'elle est discrète ou continue? Ici, elle est continue, comme on en a parlé tout à l'heure. Toutes les variables de type temporel sont continues. Combien de membres compte-t-elle votre famille? Taille de la famille ou nombre de membres de la famille. Cette variable étant quantitative, est-elle discrète ou continue? Ici, elle est plutôt discrète, puisque c'est une variable qui relève d'un nombre. La religion est-elle importante? La variable ici est qualitative, mais plutôt ordinale, puisque les valeurs sont ordonnées ici. Comment nommer la variable ici? C'est l'importance de la religion, et non religion d'appartenance, on s'entend. Par contre, pour ce qui est de la question à quelle religion appartenez-vous, on peut parler de religion d'appartenance. La variable est en qualitative nominale, puisque les valeurs possibles sont musulmanes, catholiques, juives. Or, il n'y a aucun ordre intrinsèque entre les valeurs de la religion, à moins qu'on soit fondamentaliste notamment. Et finalement, un chercheur veut étudier la consommation de drogue chez les jeunes. Quelles sont les questions qu'il peut poser pour obtenir des informations sur l'importance de la consommation de drogue? Alors, on va commencer par une variable qualitative nominale. Réponse, le chercheur peut poser des questions du genre « Consommez-vous, oui ou non, de la drogue ?» Donc, on aurait une variable nominale qui serait en lien avec l'importance de la consommation. Pour obtenir une variable qualitative ordinale, consommez-vous habituellement de la drogue? On peut répondre du genre toujours, souvent, plus ou moins, rarement, jamais. Finalement, pour une variable quantitative, on peut poser des questions du genre combien de joints fumez-vous par jour? 1, 2, 3 ou combien de grammes? En tout cas, vous aurez compris
comment poser une question de façon à obtenir une variable quantitative. Lorsqu'on travaille avec des variables qualitatives, eh bien, il faut s'assurer qu'elles soient mutuellement exclusives. Autrement dit, chaque cas individu tombe dans une et une seule catégorie. Par exemple, un homme ne peut pas être à la fois homme et femme. On est soit homme, soit femme. Et s'il y a des individus qui ne s'identifient pas comme étant homme ou femme, vous créez une catégorie autre, une catégorie résiduelle, de façon à inclure tous ces cas. C'est ce qu'on appelle des catégories collectivement exhaustives. L'idée étant de considérer tous les individus impliqués dans l'étude. Et finalement, avant d'utiliser les statistiques, il faut s'assurer de traduire, d'exprimer les données sous forme numérique. En particulier, les variables qualitatives doivent faire l'objet d'un codage. Pour ce qui est d'une variable comme le sexe, on peut affecter des nombres aux femmes et aux hommes. Dans ce cas, effectivement, les valeurs servent uniquement à identifier, nommer les individus comme étant des femmes ou des hommes. Quelle variable avons-nous? Variable nominale. Qu'en est-il du statut socio-économique? Donc ici, les nombres servent non seulement à nommer, identifier les individus, mais surtout à les ordonner. La variable ici est appelée ordinale. Et pour ce qui est des variables quantitatives, elles doivent faire l'objet d'une quantification. L'exemple est donné ici de l'âge qui est mesuré en termes d'années. Ici, les valeurs servent non seulement à nommer, identifier des individus, mais aussi à les ordonner. Et surtout, ces valeurs acceptent une unité de mesure, mais aussi toutes les opérations arithmétiques, y compris les rapports. La variable est appelée variable de ratio. Mais voilà, vous avez tout compris. Et comme vous avez compris ce que sont réellement les statistiques et les variables, dès la semaine prochaine, on commencera à faire l'apprentissage véritablement des techniques statistiques. Étant entendu que tout à l'heure, on se voit au labo de façon à avoir une première approche du logiciel SPSS. Merci.